Salut à tous et bienvenue sur Homemade School. Aujourd'hui, nous allons voir la classification non supervisée, qui est simplement cette classification où l'action de l'homme est très minime. Pour faire la classification non supervisée, on part dans notre toolbox, classification. Comme préalablement dit dans la classification supervisée, on peut dans notre cas aussi utiliser soit le classification workflow, soit directement venir dans le fichier, dans le dossier unsupervised classification. Bon, ayant déjà vu le workflow dans la précédente vidéo, aujourd'hui on va partir directement dans le dossier. Mais petit rappel, pour le workflow, il suffit simplement, on a le double-cliquer, non. Ensuite, on appelle le fichier, c'est celui-ci. On peut mettre un fichier max. En suivant. Puis, dans le cas-ci, ce n'est plus use training data, mais c'est no training data. No training data pour dire la non-utilisation des zones d'entraînement, qui est une caractéristique de la classification non supervisée. Puis on continue le processus. Ce n'est que l'étape C qui diffère. Mais bon, on va voir toutes ces étapes directement dans les différents classifieurs ici. Donc on ferme ceci. On vient directement ici. Bon, ok. Le logiciel Envy nous propose deux types de classification non supervisée. L'ISO Data Classification, ISO Data ou encore ISO Cluster et le K-means Classification. Basiquement, ces deux méthodes de classification non supervisée fonctionnent suivant le même principe. C'est du style que le premier paramètre qui sera demandé sera le nombre de classes. Lorsque j'entre ce paramètre, par exemple 5, le logiciel va grossièrement ou bien grosso modo identifier 5 classes. De manière grossière, bien sûr. C'est-à-dire, si je prends par exemple, si j'entre 2, on va supposer que visuellement, on peut avoir que ceci, c'est une classe qui est différente de celle-ci. Donc, le logiciel va faire pareillement. Il va identifier grossièrement 5 classes. Puis, par la suite, les pixels qui ont été difficilement identifiés, il va essayer de faire une sorte de comparaison entre la classe déjà identifiée et les valeurs assignées à celle-ci et le pixel considéré. Puis, il va voir comment l'attribuer dans différentes classes. On verra un certain processus d'interchangeabilité entre les classes des pixels. Donc, c'est un peu ça le principe de fonctionnement. Pour le voir en détail, allons dans ISO Data, un premier exemple. Donc, on prend notre image. On peut bien sûr mettre un spatial subset ou un spectral subset ou bien un masque. Bon, on laisse pas à défaut. Mais OK. Bon, ici. Avant de continuer, vous devez comprendre que, sachant que les deux, l'ISO Data et le K-means Classification, ont globalement le même principe de fonctionnement, la différence entre les deux réside sur le fait que l'ISO Data est un peu plus flexible dans la mesure où ses paramètres d'entrée sont un peu plus ouverts ou bien plus larges comparément à K-means. Donc ici, premier paramètre, c'est le nombre de classes. Ici, ISO Data nous donne un intervalle de classes et non simplement une valeur fixe. Donc, on peut dire de 5 à 10 classes dans le cas-ci. Bien sûr, je peux vouloir fixer cette valeur en disant min 5 ou par exemple max 5. Donc, c'est 5 classes que je veux. Ensuite, le maximum d'itération. Comme je vous ai expliqué globalement, le principe de fonctionnement, c'est de celle que, ayant défini grossièrement ces différentes classes, à partir de différents processus, il y aura un changement de pixels entre les différentes classes pour pouvoir les assigner. Donc, on peut fixer le maximum d'itération au bout duquel le processus va s'arrêter. Disons qu'on peut par exemple mettre 3. Ensuite, le change threshold qui est en pourcentage. Ici, toujours dans le processus de traitement, lorsque les pixels seront modifiés selon les classes, cela ne va pas se faire un pixel à la fois. Ce sera du seul que ça sera un ensemble de pixels. Maintenant, cet ensemble de pixels sera évalué en pourcentage. Lorsque je mets par exemple 5%, cela signifie que si le pourcentage de pixels qui change de classe est inférieur à 5,
alors le processus va s'arrêter. Donc si lors du traitement, le logiciel se rend compte que le pourcentage de pixels qui est en train de changer de classe devient inférieur à 5%, le processus s'arrête. Ici, minimum pixel, une classe. Donc, avoir une classe d'un seul pixel, c'est pas conséquent. Donc, mettons par exemple 10. Maximum standard deviation, minimum class distance. Donc, lorsque une classe sera identifiée, on peut calculer justement son standard deviation et pouvoir l'évaluer. Donc, on peut fixer une valeur de telle sorte que si une classe définie n'a pas, au bout du calcul de son standard deviation, n'atteint pas cette valeur, elle ne sera pas considérée comme une classe ou bien elle sera rejetée. Ensuite, on a le maximum merge pair. Donc, toujours lors du traitement, il peut s'avérer que deux classes ayant identifié au départ se retrouvent à être fusionnées ou bien plus. Ensuite, le maximum standard deviation for mean, le maximum distance error. C'est du style que lorsqu'on assigne des valeurs dans ces deux catégories, c'est pour pouvoir déterminer les pixels qui pourront être classifiés ou pas. Lorsqu'on laisse ces deux cases vides, en fait, c'est pour dire en fait que tous nos pixels, ou bien chaque pixel de notre image doit être assigné à une classe. Donc on ne veut aucun pixel qui ne soit pas catégorisé. Ensuite, file ou memory. Memory, bien sûr, c'est du style que le résultat sera juste utilisable sur ces zones de travail et non sauvegardé dans mon disque. File, je parle de sauvegarder dans mon disque. Oui. Ensuite, OK. Le processus lance. Les itérations commencent. Presque terminé. OK. Donc, voilà le résultat de notre classification. On a exactement nos 10 classes. Donc, c'est un peu ça avec la classification non supervisée. Donc ici, on identifie juste le nombre de classes qu'on veut. Et on met bien sûr quelques-uns des paramètres et le logiciel fait le reste. Donc ici, le logiciel n'est pas là pour savoir ce que représente la classe 1 ou bien la classe 2. Tout ce qu'il sait, c'est que la classe 3 est différente de la classe 4. Bon, il ne sait pas ce qu'est la classe 4 ou la classe 5. C'est à nous maintenant de venir identifier que bon, ok. Après que le logiciel ait eu à identifier les 10 classes. Maintenant, quand il regarde par exemple la classe 4 qui est en jaune, ça peut représenter quoi? Lorsque j'ai eu à identifier, je peux venir faire un clic droit dessus, Edit Class, Name and Color. Donc, bien sûr, je change maintenant le nom de la classe. Si la classe 4, c'est par exemple, je dis un truc au hasard, je sais pas, la plage, je change, je mets la plage, je change son nom et je mets la coloration. Dès que j'appuie OK, ça change la nomenclature. Bon, c'était un peu ça concernant l'ISO data ou bien l'ISO cluster. On va un peu aller essayer maintenant Local Means Classification. Double-clic dessus. Je choisis mon image, la même. Toujours un Spatial Subset, bien Spectral Subset, bien Select Mask. Mais bon, laisse toujours par défaut. OK. Vous voyez avec moi que le paramétrage du K-Means est un peu plus léger comparé au paramétrage de l'ISO data. Ici, on donne juste le nombre de classes. Disons, nombre 4. Toujours le Change Threshold, descend à 5, et le Maximum Iteration, disons, 2. Toujours, on a toujours nos deux valeurs pour pouvoir classifier ou pas certains pixels. Mais bon, on laisse pas défaut et on peut choisir l'emplacement. Mais OK, pour se lancer. OK. Presque terminé. Voilà. Donc, même manœuvre. Le logiciel a juste différencié les classes. Maintenant, c'est à nous de les identifier et de donner leur nomenclature. Toujours par le même procédé. Ici, il a donné ses 4 classes. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. OK. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la classification non supervisée. Je crois que cette vidéo vous a été grandement utile. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À plus dans les prochaines vidéos.